Bonsoir, nous vous accueillons dans le Club des Mystères, le Club des Mystères de l'Histoire. C'est en effet notre sujet durant les 5 semaines qui vont venir. Et tout de suite, avant de vous présenter les personnalités qui sont autour de cette table, je vais vous présenter notre tête. C'est une charmante dame, c'est Madame Christiane Moine qui est à mes côtés et qui, je l'espère, pendant 5 semaines, va répondre à nos questions. Christiane Moine, vous êtes institutrice de votre métier, vous êtes maman, vous avez une petite fille, un petit garçon? Une fille, oui, qui a 5 ans. 5 ans. Vous avez un goût particulier pour l'histoire? Ah oui, Oui. depuis toujours. Depuis toujours. Et pourquoi n'êtes-vous pas professeur d'histoire alors? Bah parce que les circonstances, ils sont pas prêtés. Mais je le regrette. Vous le regrettez. Vous enseignez d'habitude à des enfants, je crois, d'un jeune âge. Oui, de 5 à 7 ans. De 5 à 7 ans. Et pour l'instant, je crois que vous ne travaillez pas. Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Bien. Christiane Moine, nous allons jouer dans quelques instants. Je vous rappelle l'enjeu, 50 000 francs. Je vous rappelle également que vous avez 3 droits à l'erreur par semaine, que vous avez le droit d'utiliser ces droits à l'erreur dans une épreuve une seule fois, c'est-à-dire que chaque épreuve comporte 2 questions et vous ne pouvez l'utiliser qu'une seule fois par épreuve. Nous sommes bien d'accord? Oui, oui, tout à fait. Bien. Alors, ces précisions étant données, maintenant faisons la connaissance de vos jambes. Je voudrais dire d'ailleurs de votre bras et de votre œil, car il s'agit d'un champion de boules, et non pas de pétanque, qu'il ne faut pas confondre. Champion de boules, Monsieur Bernard Cheviette, que nous présente maintenant Roger Coudert. Eh bien oui, nous nous trouvons dans cette bonne ville de Montreuil, dans le boulodrome municipal, et les jambes, c'est Bernard Chevier. Bernard Chevier a été 3 fois champion du monde de boules et 3 fois champion de France. Il est marié, père de 2 enfants. Je signale ça à Madame Moine, il a un fils qui a 7 ans. Et Madame Moine a une fille qui a 5 ans. On ne sait jamais, peut-être que plus tard, en fait. Alors, vous avez une performance assez difficile à réaliser dès la première semaine. Vous avez 8 boules, 8 touches, si vous voulez. Sur 11 boules, vous devez en toucher 8 à 13 mètres. 13 mètres, c'est énorme. Remarquez, en dernière semaine, vous aurez attiré à 15 mètres, il faut en toucher 12 sur 15. Mais enfin, nous avons le temps d'y revenir. Alors, nous allons voir, grâce à Jacques Rudman, la boule qui se trouve à 13 mètres donc de votre départ. Et que devez-vous faire sur cette boule qui a un arc de cercle à 50 cm devant elle? Eh bien, disons qu'avec ma boule à moi, je dois donc prendre mon air d'élan à 12,50 m plus 50, 13 mètres, ne pas franchir la ligne avec mon pied. Si, vous pouvez appuyer. Vous pouvez appuyer. C'est tout, mais ne pas la dépasser, Oui, oui. Et toucher cette boule dans l'intérieur du cercle. Oui, c'est-à-dire que si vous touchez même la ligne de l'arc de cercle, elle n'est pas bonne. D'ailleurs, nous aurons 3 juges pour 3 arbitres internationaux pour juger de tout ça, parce que c'est très délicat. Vous êtes de Lyon, je crois. C'est cela, oui. Mais vous faites partie de la cadrette du Culose. Oui, oui. Vous avez l'air un peu timide, non? Peut-être, oui. C'est même sûr. Ah, ça, c'est même sûr. Mais il ne faut pas avoir le trac, vous savez, dans cette émission. Non. Il faut être sûr de soi et se dire, je vais y arriver. Et vous y arriverez. Avec Madame Moine, je sens que vous allez très loin tous les deux. À vous, Pierre Velmar. Ouvrons donc, Madame Moine, le dossier mystère de l'histoire. Plus modestement, je devrais dire en trouverons. C'est en effet un dossier tellement impressionnant et si plein encore de points d'interrogation, malgré les innombrables recherches auxquelles se sont livrés les historiens, que la seule chose dont nous soyons absolument sûrs aujourd'hui, c'est que jamais ce dossier ne connaîtra le mot fin. Donc de beaux jours encore pour tous ceux qui se passionnent ou se passionneront à cette auscultation d'un passé qui obstinément refuse de livrer tous ses secrets. Ce soir, 5 personnalités, 5 historiens, dont les travaux ont largement contribué à éclaircir, sinon encore totalement, du moins en partie, certaines énigmes particulièrement ténébreuses, nous ont fait l'amitié de se joindre à nous. Nous avons le plaisir d'accueillir Alain Decaux, André Castelot, Jean Descola, François Ribadeau-Dumas et, à côté de vous, Madame Moine, Jean-Christian Petit-Fils. Bien entendu, nous demanderons à chacun d'eux de faire le point sur un des mystères que nous aborderons ce soir et qui leur tient particulièrement à cœur. Alors, on peut être mystérieux, Madame Moine, tout en étant célèbre. C'est indéniablement le cas de notre premier client, Monsieur Christophe Colomb lui-même. Voici la première épreuve.
Jean d'Escola, nous avons réuni à votre attention quelques gravures. Voulez-vous nous les commenter? Eh bien, nous sommes ici au monastère de la Rabida, sur la côte andalouse, chez les franciscains. Et Christophe Colomb, après avoir eu un échec tout à fait cinglant auprès des rois d'Espagne, auprès des rois du Portugal, et a littéralement atterri, si l'on peut dire, à la Rabida avec son fils Diego, désespéré, et espérant trouver du côté des Espagnols l'appui qui lui a été refusé par les Portugais. Pour son projet. Alors, on le voit maintenant. Alors, on le voit en train d'expliquer son projet à ses amis franciscains, qui sont d'ailleurs en très bon terme avec les rois d'Espagne. Son projet, c'est très simple, c'est la route maritime des Indes par la mer et non pas par la terre, avec l'objectif politique de joindre le Grand Khan, ce personnage fabuleux, de rapporter des trésors bien sûr, de faire une alliance politique et militaire avec le Grand Khan contre l'islam, et également de gagner des âmes au christianisme. Est-ce que les rois d'Espagne sont d'accord? Eh bien, Isabelle, que voici, serait assez d'accord, parce qu'elle est très intelligente, très ambitieuse, surtout parce qu'elle est extrêmement catholique. Et son mari? Puis, son mari est moins chaud, mais il marchera également, et il donnera à Christophe Colomb les capitulations de Santa Fe qui lui permettront de partir pour son premier voyage, comme nous le voyons maintenant, à Palos de Morguer, également en Andalousie. Il s'en va avec ces trois caravelles, et avec l'équipage qu'il a recruté, et notamment les capitaine Pinson, qui est un très grand pilote. Nous le voyons maintenant arriver. Et oui, nous sommes le 12 octobre maintenant, 1492. Nous le voyons arriver, non pas en Amérique, mais aux îles Bahamas, qu'il appelle San Salvador, et qu'il croit être une île qui se trouve devant Cipango, le Japon. Le voici qui revient maintenant. Il revient à Barcelone, reçu à bras ouverts par les rois catholiques, car il revient avec de l'or, il revient avec des Indiens, il revient avec des présents pour le roi, et ils sont convaincus maintenant de l'authenticité du voyage que voulait faire Colomb. Mais il repart, et là il a des ennuis. Et oui, il repart parce qu'il a des ennuis avec ses caravelles. Voici la Santa Maria qui était échouée à Hispaniola, c'était à Haïti. Mais il en aura beaucoup d'autres ennuis au cours de ces 4 voyages. Nous le voyons enchaîné maintenant. Et oui, il est enchaîné parce qu'au retour de son 3e voyage, il était littéralement chassé d'Haïti par le visiteur Bobadilla envoyé par les ennemis de Colomb et qui le mettent à disposition de la justice royale pour concussion, pour prévarication, etc. Ah oui, le roi, vous voyez, le roi le délivre parce qu'il a compris que Colomb était un très grand personnage. Ça n'empêchera pas d'ailleurs de repartir. Oui, il repart et nous voyons un portrait là de Christophe Colomb. Et voilà son portrait, voilà c'est cet air évidemment à la fois mystique, à la fois rêveur, en même temps volontaire. Il repartira et finalement, après beaucoup d'aventures, finira sa vie à Valladolid. On le voit dans sa chambre avec son fils Diego, son héritier, et les chaînes qu'il a conservées auprès de lui, que j'ai vu moi-même à Séville d'ailleurs, au souvenir de son infortune. Voilà résumé très rapidement la vie de Christophe Colomb. Madame, le mystère Colomb, c'est d'abord sa naissance et par ricochet, sa vraie nationalité. Tous les dictionnaires et les manuels d'histoire indiquent comme lieu de naissance et sous réserve Gênes. Mais c'est loin d'être l'avis de tous. Je vais vous présenter 5 villes. Et je vais vous demander quelle est celle ou quelles sont celles qui sont aussi censées avoir vu naître le découvreur de l'Amérique selon certains historiens, bien entendu. Alors il y en a où vraiment personne n'a jamais vu naître Colomb, et puis d'autres où certains ont vu naître Colomb, à vous de me le dire. Alors j'ouvre mon album de gravures, et voici la première ville. Est-ce que certains ont vu naître Christophe Colomb à Barcelone? Barcelone. Il me semble, oui. Oui. Nous mettons donc une petite plaque de marbre, vous savez, comme on voit sur les maisons, n'est-ce pas? Ici est né Christophe Colomb. Voilà. Je quitte Barcelone et je vous emmène en Corse maintenant, je vous emmène à Calvi. Oui, il y avait une thèse comme quoi il aurait des origines corses. Bien. Donc, j'ai mis la petite plaque. Est-ce que certains l'ont vu naître à Pise? Je demande une réponse. Je ne pense pas. Vous ne pensez pas. Nous enlevons Pise, nous ne mettons rien. Est-ce que certains l'ont vu naître à Portofino? Je dirais non. Non. Enfin, est-ce que certains l'ont vu naître à Savone? À Savone, c'est possible parce que son père y habitait.
Bien, donc Savone, nous mettons la petite plaque. Voici la première question posée, droit à l'erreur ou pas? Oh, je vais en prendre un. Vous en prenez. Tiens, vous me sentez un peu contractif. Bon, on va voir si vous avez eu raison. Alors, Savone, vous avez mis la petite plaque, ici est né Christophe Colomb. Eh bien, démasquons maintenant. Vous avez eu raison, c'est exact. Certains ont vu Savone comme sa patrie d'origine. Portofino, vous n'avez strictement rien mis, du nom. Eh bien, démasquons là. Il n'y a rien, vous aviez raison. Pise, là aussi, vous n'avez rien mis. Vérifions. Rien toujours, vous aviez raison. Calvi, là vous avez mis une petite plaque. Eh bien, enlevons ce petit bateau qui est là et nous la revoyons, vous aviez toujours raison. Enfin, Barcelone, peut-être là votre doute, c'était à cause de Barcelone que vous avez pris... Non, pas spécialement, Non. c'était pour Pise. Plutôt. C'était pour Pise, vous avez dit on ne sait jamais. Eh bien, Barcelone, vous aviez mis également une plaque et vous aviez encore raison. Ah, que c'est dommage, vous avez pris votre droit à l'erreur pour rien. Mais ce n'est pas grave, c'est un début et il vaut mieux commencer bien en prenant même un droit à l'erreur pour rien que de commencer mal. Alors nous allons passer à la deuxième question. Autre mystère, il n'existe pas de portrait officiel de Christophe Colomb. Très souvent il a été représenté, mais en fait il s'agit d'une interprétation de l'artiste. Alors je vais demander qu'on me passe notre deuxième album, le voici. Je vais vous le présenter et je vais vous demander de nous dire si les toiles que je vous présente sont censées représenter Christophe Colomb ou si ce sont des toiles qui n'ont rien à voir avec Christophe Colomb. Nous sommes d'accord? Alors j'ouvre mon petit album et voici la première. Votre réponse? Je dirais... Je dirais oui. Mais madame, c'est avec plaisir. Alors voyez-vous, je mets un deuxième Christophe Oui. Colomb. On dit, n'est-ce pas, on dit Oui, que d'accord. cette toile-là serait la plus proche des traits de Christophe Colomb. Bien, enfin, on dit. Donc vous mettez Christophe Colomb. Voici un deuxième portrait. Est-ce que nous l'attribuons à Christophe Colomb? Je ne pense pas. Vous ne pensez pas. Voici le troisième portrait. Je pourrais revenir dessus après. Mais bien volontiers, pour l'instant. Je dis oui. Pour l'instant, vous dites oui. Moi, déjà le mettre, hein, comme ça, on sera tranquille. Le suivant. Non. Non. Le suivant. Celui-là, il me semble, oui, que c'en est. Oui. Oui. Je mets un petit portrait. On laisse comme ça? Oui. On regarde, hein, il n'y a plus de droit à De toute l'erreur. Vous l'avez façon. déjà fait dans cette épreuve pour la Oui, première d'accord. question. Allons-y. Christophe Colomb, vous avez raison. En effet, c'est Christophe Colomb par Deveria, réception par Ferdinand et Isabelle. C'est un détail. Là, vous n'avez strictement rien mis. Portrait d'homme, en effet, ça n'a rien à voir, c'est le Titien, c'est pas du tout, du tout Christophe Colomb qu'il a voulu représenter. Nous voici devant un portrait de Roldan. Est-ce Christophe Colomb? Vous l'avez mis? Oui. Vous avez hésité? Oui. C'était lui. En effet. Là, vous avez dit non, de manière assez catégorique. C'est un portrait d'homme, en effet, par Gossert. Et enfin, là aussi, vous avez hésité. Et vous m'avez un peu étonné, voyez-vous, dans vos hésitations. Ah oui? Oui. Parce que finalement, c'était Christophe Colomb. Je connais surtout ce portrait-là. Ah oui, bien sûr, c'est un des plus fidèles, un des plus justes. Bien, bravo donc, vous passez le cap de la première épreuve sans trébucher, et c'est un bon départ. Monsieur Chevet doit être content là-bas à Montreuil. Alors, monsieur Jean Descola, maintenant, c'est à vous de nous dire si aujourd'hui on en sait davantage sur ce mystérieux Christophe Colomb. Oui, très mystérieux. Il est marqué du signe du mystère, toujours, et de la contradiction. Du mystère parce qu'on ne sait pas, en effet, s'il est vraiment né à Gênes ou à Calvi ou à Barcelone.
On ne sait pas ce qu'il a fait dans sa jeunesse, on ne sait pas où il est allé, on sait qu'il a navigué, dit-il, sans préciser de date. On ne sait pas quand il est né, est-ce que c'est dans 1437, 51 ou 52, on sait qu'il est mort en 1556 bien sûr, mais enfin on ne sait vraiment rien de sa jeunesse, comme s'il voulait lui-même laisser des trous d'ombre, comme s'il voulait effacer les traces de son passé, c'est assez curieux. On raconte même qu'il y a eu à Gênes une famille génoise, Cristoforo Colombo, qui comportait un père et 3 fils, et il aurait pris la place d'un deuxième fils après un engagement entre Corsaires français et génois au Cap Saint-Vincent. Il serait devenu Christophe Colomb à ce moment-là. De plus, il est plein de contradictions, parce que tout de même, cet amiral de la mer Océane ne savait pas faire le point, ou il le faisait très mal. Il ne savait pas expliquer à ses matelots la déclinaison de la boussole magnétique à un certain moment du voyage. Sans les Pinson, il ne serait vraiment pas arrivé à destination. Il était à la fois candide, si vous voulez, et en même temps rusé. Il était illuminé et pratique, il était rempli de contradictions. De sorte qu'on se demande pourquoi ce Christophe Colomb, pourquoi on parle-t-on tellement, car tout seul, il n'aurait certainement pas inventé ce voyage. N'oublions pas qu'il se croyait évidemment en Asie, alors jusqu'au bout, il a persévéré dans son erreur. Cette erreur qui a découvert un monde, qui a découvert le nouveau monde. Eh bien, tout de même, malgré ces contradictions, malgré ces mystères qui ne sont absolument pas, qui sont reconnus mais qu'on n'a absolument pas pu dévoiler, je crois que c'est tout de même un personnage considérable parce que c'était un illuminé, mais dans le sens élevé du mot. Il avait l'intuition de l'existence et la nécessité d'un nouveau monde. Et surtout, je pense qu'il a été celui qui a ouvert l'ancien au nouveau, et le premier blanc qui a tendu la main au premier rouge, c'est-à-dire à l'Indien, et c'est pour ça que maintenant on parle des temps précolombiens. C'est vraiment une coupure qui est en 1992 entre le passé et le présent qui se continue. Donc Christophe Colomb est quand même un très grand homme. Ça a été le promoteur, mais sans être pour autant un très grand navigateur, Exactement. sans être pour Ça n'a pas été le technicien, mais ça a été l'inventeur, bien qu'il se soit trompé jusqu'au bout. C'est l'esprit, mais bien que faux en grande partie, mais qui a permis de découvrir le nouveau monde. Merci Jean Descola. Eh bien, Madame Moine, nous allons poursuivre maintenant. Et si le mot mystère n'avait pas existé, il aurait certainement fallu l'inventer pour le masque de fer. Nous rejoignons Jean-Paul Rouland à Sainte-Marguerite. Voici la deuxième épreuve. Au printemps 1687, M. de Saint-Marc, le nouveau gouverneur des îles Sainte-Marguerite, vient prendre possession de son poste. Il amène avec lui un seul prisonnier, dont il avait déjà la charge à Pignerol et au fort d'Exil, celui que la tradition va appeler le masque de fer. Pour le transport, Saint-Marc a fait fabriquer spécialement à Turin une chaise à porteur recouverte de toile cirée, afin d'interdire à quiconque de voir le visage du prisonnier. Or, quel est ce prisonnier qui suscite tant d'attention de la part de M. de Saint-Marc? C'est là que le mystère commence. Pendant 11 ans, oui, pendant 11 ans, cet homme va rester prisonnier de ces murailles. Pendant 11 ans, il va avoir le droit, à certaines heures, de prendre l'air. Il va, sous bonne garde, se promener dans ces lieux avec un masque sur le visage. Dans la forteresse, M. de Saint-Marc a fait aménager spécialement un cachot pour ce prisonnier hors série. Preuve en est le prix des travaux, environ 8 millions d'anciens francs actuels. Alors, qui est cet homme? Est-ce celui qui arriva à Pignerol 18 ans auparavant sous le nom de Dauger? Est-ce ce même homme qu'il était défendu de mettre en présence de Lauzun lorsque celui-ci y fut emprisonné? Était-ce le même prisonnier que Sa Majesté demanda à Saint-Marc de transporter au fort d'Exil lorsque celui-ci en fut nommé gouverneur? Aujourd'hui encore, la question se pose. L'homme qui va passer 10 ans dans ce cachot sous le nom du masque de fer fut-il Dauger de Cavoy, frère du grand maréchal des logis du roi, ou bien le frère jumeau de Louis XIV, ou bien encore Macioli, à moins que ce ne soit un fils naturel du roi d'Angleterre, ou plus simplement de Mademoiselle de la Vallière, ou bien d'autres.
On dit tant de choses quand on ne sait pas. Ce qui est sûr et que personne ne nie, c'est que le masque de fer fut emmené à la Bastille par M. de Saint-Marc et qu'il y mourut en novembre 1703. Alors, si ces murs pouvaient parler, si la mer pouvait rendre ses secrets, il n'y aurait plus de mystère. On dirait, le masque de fer, c'est lui. Non. Si. Un point, c'est tout. Madame Moine, en dehors du frère de Dogé de Cavois, du frère jumeau de Louis XIV, de Matthioli, du fils naturel du roi d'Angleterre, qui était l'homme au visage masqué? Eh bien, je vais vous présenter 5 personnalités. Parmi eux, certains ont effectivement été soupçonnés d'être le masque de fer, à tort ou à raison, je m'empresse de le dire. Lesquels? J'ouvre mon petit album et je vous propose tout d'abord le duc de Beaufort. A-t-il été, par certains historiens, soupçonné d'être le masque de fer? Oui. Oui. Oui, parce qu'il a disparu à Candy, on n'a jamais retrouvé son corps, alors... Quel est doute? Oui. Alors on le Non, masque. Voilà, il est devenu le masque de fer d'un seul coup d'un seul, le voilà masqué. Nous passons au deuxième personnage. Est-ce que certains ont prétendu qu'un ancêtre de Bonaparte aurait pu être le masque de fer? Alors là, je précise tout de suite, nous avons pris l'empereur et nous l'avons mis avec une perruque Louis XIV. Ça y va très très bien. Ben là, ça m'ennuie parce qu'on a dit qu'il avait eu un fils qui aurait été un ancêtre... Enfin, qu'il aurait eu un fils qui aurait été transporté en Corse comme venant de bonne part et que ça aurait donné le nom Bonaparte. Donc, bien entendu, ça sera un ancêtre à ce moment-là de Bonaparte. Donc, oui. Oui. Par là même. Par là même. Donc, nous le masquons. Voilà, il a son petit masque. Nous passons maintenant à Molière. Oui, là aussi, on l'a dit. On l'a dit aussi pour Oui, Molière. Parce que Molière est mort dans des circonstances qui ont parfois laissé des doutes. Maintenant, apparemment, il est bien mort. Monsieur de Montespan. Il me semble qu'on l'a dit, et pourtant... Là, j'hésite un peu. On a dit tant de choses. Il me semble qu'à un moment, le bruit aurait couru, mais pourtant... Pas pour l'instant. Je parle d'historien. Hein. Oui, ben alors non. Enfin, le comte de Vermandois. Oui, alors là, c'est le fils de Louise de la Vallière, qui est mort également assez rapidement, et on a dit effectivement que la mort aurait été simulée, qu'il aurait Donc, été masque de emprisonné. fer. Oui, là, on l'a dit. Voilà. Droit à l'erreur ou pas? C'est monsieur de Montespan qui m'en dit. Mais non. Non. Alors, on vérifie. Oui. Le comte de Vermandois, vous avez dit qu'on avait prétendu qu'il était le masque de fer. Nous enlevons son beau visage et que trouvons-nous un autre masque de fer derrière? Il n'y a pas de problème. Monsieur de Montespan, maintenant. Là, vous n'avez pas voulu le masquer. Ah. Rien, vous aviez raison. Molière, vous l'avez masqué. Nous regardons. Vous avez eu raison. Un ancêtre de Bonaparte. Vous l'avez encore masqué. Et vous avez encore raison. Enfin, le duc de Beaufort, vous l'avez masqué. Et vous avez encore raison, tout va bien, cette fois-ci c'est le sans faute, sans droit à l'erreur, c'est parfait. Bien, quittons les prétendus hommes au masque et voyons maintenant ceux qui étaient partisans de la thèse selon laquelle l'homme au masque de fer aurait été un frère de Louis XIV. Alors, voici un certain nombre de personnes que je vais vous présenter et je vous demanderai à chaque fois s'ils étaient pour cette thèse du frère de Louis XIV, n'est-ce pas? Un frère jumeau, un autre Frère, tous les- frère de Louis XIV, n'est-ce pas? Ne précisons pas si c'est jumeau ou pas jumeau, ou frère aîné, n'est-ce pas? Ça a dépendu de certaines thèses. Frère, de toute façon frère. Hein?
Alors, est-ce que Alexandre Dumas était pour la thèse du frère de Louis XIV? Oui, alors il n'y a pas de problème. Pas de problème. Alors écoutez, voilà, on avait déjà cette cire que vous connaissez bien qui représente Louis XIV, alors je la double, n'est-ce pas? Comme ça, voilà, il a un frère. Bien. Voyons maintenant le deuxième personnage, il s'agit de Victor Hugo. À ma connaissance, non. Vous n'avez rien? Non. Non. Troisième personnage, Michelet. Michelet, on attend. Il me faut une réponse. Je pense que Michelet a pu reprendre la thèse de Voltaire et je dirais oui. Oui. Donc, nous le mettons. Et enfin, plus près de nous, Oui. Monsieur Marcel Pagnol. Oui aussi, là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Michelet qui- Voilà. Eh bien maintenant, il s'agit pour vous de savoir si vous prenez un droit à l'erreur ou pas, puisque vous n'avez pas pris sur la première question, vous pouvez en prendre un sur la deuxième. Je peux les revoir? Il y a Pagnol, Pagnol. vous l'avez mis, Michelet, vous l'avez mis, Victor Hugo, vous ne l'avez pas mis, et enfin, Dumas, vous l'avez mis. Madame, il faut prendre une Oui. décision, je suis navré. Alors je laisse comme ça. Vous laissez comme ça, sans Oui. droit à l'erreur. Nous sommes bien d'accord? Oui, oui. Allez, oui. Bien, alors, Marcel Pagnol, vous m'avez dit, oui, thèse du frère, et je crois même la du frère jumeau, nous Oui. sommes bien d'accord. Vous avez raison, madame, c'est parfaitement exact. En ce qui concerne Michelet, là, vous avez été très hésitante, ça vous inquiète beaucoup, et pour autant, vous aviez encore raison. En ce qui concerne Victor Hugo, là, vous n'avez pas du tout été hésitante, vous n'avez pas mis de frère jumeau, et pourtant, vous avez tort, car il a cru aussi à cette thèse. Vous soyez romantique comme il l'était, Oui. pas de problème. Enfin, Alexandre Dumas, père, vous avez mis le frère et vous aviez raison. Ah, là, l'erreur était là où vous ne la redoutiez pas, je crois. Hein? Ben non, j'ai pas pensé à Hugo, je pas... non, Hugo. Bien. C'est pas grave, il faut bien voir quand même Monsieur Chevier tirer ses boules, écoutez. Bon, alors, nous passons pour la première fois aux jambes. Roger Coudert, 8 boules sur 11, donc réussi à 13 mètres, c'est à vous. Eh bien, le Victor Hugo des boules, Bernard Chevier, c'est à vous. Alors, je vous rappelle ce que vous avez à faire. 8 touches sur 11 boules tirées à 13 mètres. Et vous n'avez pas le droit de franchir la ligne du départ. Vous pouvez marcher sur la ligne. Et là, vous devez taper au-delà de l'arc de cercle qui se trouve à 50 cm de la boule. À l'intérieur. À l'intérieur. C'est ça. Nous sommes bien d'accord. N'oublions rien. 3 fois champion du monde, 3 fois vice-champion. Allez-y, à vous. Et pour nous aider, nous avons M. Aldo Facero, qui est directeur de l'équipe de France, qui va se mettre derrière la boule pour renvoyer les boules à son ami Bernard Chevier. Nous avons M. Carton, qui est chef arbitre, assisté de M. Grenier, juge de pied, là-bas, pour voir s'il ne franchit pas la ligne. Il a le droit de marcher sur la ligne, mais pas de la franchir. Il doit lâcher sa boule avant d'avoir franchi la ligne. Et M. Dumoutier. Nous avons également près de nous M. Roger Moine, qui est vice-président délégué de la Fédération française de boules, et Jean Rochat, qui est président de l'Île-de-France de boules. Première boule. Oh, magnifique! 1 sur 1. 1 sur 1. 1 sur 1. Regardez au ralenti. Vous voyez, ça fait très loin. Il la touche au carreau. Enfin, un demi-carreau, disons. Mais au fer, sûrement. Deuxième boule. Encore au fer. 2 sur 2. Très beau tir. Très très beau tir. Monsieur Rochat, dans l'Île-de-France, on joue aussi aux boules. Ah, il y a 12 000 licenciés. Quel beau Et- tireur, quel beau joueur, Chevier. C'est le meilleur joueur du monde. Vous voyez, ce qui est la grande particularité de ce jeu, c'est... Troisième boule. Attention. Là, il me semble qu'elle a touché en plein la ligne. Boule mauvaise. Boule mauvaise, déclare monsieur
Le chef arbitre carton. 2 sur 3. 2 sur 3. Il a touché, mais il a touché également cet acte de cercle destiné à la craie. Il n'a pas le droit de le toucher. Ah non, absolument pas. Il a droit à la partie interne de la zone correspondante. Troisième boule. Quatrième boule. Boule bonne. Boule bonne parce que touchée. Parce que là, elle n'a pas l'air évidemment. Elle est touchée. 3 sur 4. Toute boule touchée est considérée comme bonne, monsieur Hauser. Bien sûr. Bien sûr. C'est bon. Boule bonne. 4 sur 5. 4 sur 5. Vous avez entendu le juge Carton déclarer boule bonne. Oui, au ralenti d'ailleurs. Très bien touché. Aldo Facero a enlevé la boule et renvoie vers son ami Bernard Chevier les boules pour tirer. Elle pèse plus d'1 kilo, sa boule. Sa boule pèse 1040 grammes. Oui, Boule bonne. 5 sur 6. 5 sur 6. Au ralenti, on peut bien voir le mouvement, on la voit très bien arriver. Moi, je joue un peu la pétanque, monsieur le président, et j'ai essayé d'en toucher tout à l'heure, je n'ai pas touché une, c'est tout à fait Vous devez différent. certainement être très adroit à la pétanque, autant au geste qu'à la parole. Oui, Boule très joli. 6 sur 7. Et au ralenti, il va tirer maintenant sa 8e boule. C'est heureux que cette intervention de la boule qui rompt l'émission et qui apporte oui, un élément c'est sûr. différent de ce suspense. C'est sûr. Joli carreau. 7 sur 8 avec un joli carreau. Ça, c'est un nouveau mystère qui va pouvoir éclairer Pierre Bellemare. Comment peut-on toucher des boules à cette distance et faire des carreaux? Voilà. Ça, c'est un grand mystère de l'histoire. ça. Il sort de la boule. Il sort de la boule. J'aime beaucoup son style. Il est très joli, très collé. Il joue depuis longtemps, d'ailleurs. Oui, un style très coulé, très harmonieux. Oh, Boule bonne. et vous dites, monsieur Rochat, oui, avant même que... Parce que étant joueur, j'ai l'habitude d'apprécier l'arrivée de la boule. Alors, le score 8 sur 9. 8 sur 9. Le contrat est déjà rempli. Oui, mais enfin, il ne faut pas le dire, on va attendre la fin. Boule bonne. 9 sur 10. 9 sur 10, il doit faire 8 sur 11, donc il va tirer maintenant sa dernière boule. Il est très calme. Il est toujours d'un calme souverain, toujours, mais une très grande concentration intérieure. Il a remporté ses titres de champion du monde devant 14 nations. Ce n'est pas n'importe quoi. Et encore un carreau. Et il termine sur un magnifique carreau. Des carreaux qui fait 12 sur 11. 10 sur 11. 10 sur 11, Bernard. Ça va? Content? Tout à l'heure, aux essais, je dois dire que vous m'aviez fait très chaud parce que vous aviez réussi juste le contrat, 8 sur 11 et assez péniblement. Et là, ce soir, ça a été très brillant. Eh ben, c'est pas mal. Tout le monde est content. Tout le monde est content. Et Madame Moine, je crois, peut respirer. Elle Moi peut aussi. se replonger dans ses mystères. Elle a de bonnes jambes. À vous, Pierre Bellemare. Ah oui, ça, je dois dire que je rêve. Oui, ça, j'en réussis un, moi. 1 sur 20. 1 sur 20. Oh, Roger Duquesne, attention, hein. Mettez pas en doute ma parole. Bien. Et nous allons revenir un instant, Masque de Fer, si vous le voulez bien, parce que, finalement, on a cité beaucoup de noms, comme pouvant être le Masque de Fer. Je crois qu'aujourd'hui, quand même,
il y a moins de doutes sur l'identité du masque de fer. Et Jean-Christian Petit-Fils nous répond à cette question. Qui est le masque de fer? Eh bien, aussi étonnant que ça puisse paraître, au XVIIe siècle, on ne supprimait pas physiquement ceux qui avaient le malheur de connaître des secrets d'État. Le roi se contentait de signer une lettre de cachet, de les faire arrêter et de les expédier dans une citadelle de province. Telle est la tragique aventure que connut l'homme au masque de fer. Je dis tragique car elle dura 34 ans, de 1669 à 1703, le masque de fer connaissant les prisons de Pignerol, d'Exil, de Sainte-Marguerite et enfin de la Bastille. Un mot du masque lui-même qui, évidemment, n'était pas un masque en fer, une carapace d'acier que le prisonnier aurait porté toute sa vie, mais un simple loup, un masque de velours noir, un loup de carnaval, que le prisonnier d'ailleurs ne porta qu'à la Bastille, donc dans la dernière partie de sa vie. On a d'autres exemples, d'autres cas de prisonniers masqués au XVIIe et au XVIIIe siècle et qui n'étaient pas pour autant de personnages connus. Quand on examine la correspondance ministérielle et les comptes des prisons, on se rend compte tout de suite que l'homme au masque ne pouvait pas être un personnage d'importance, un grand prince ou même un riche bourgeois. Pour sa nourriture, le roi payait 1 ou 2 écus par jour. C'était le plus bas tarif à Pignerol. Ces vêtements devaient durer 3 ou 4 ans. Le nom même du prisonnier est connu. Il s'agit d'un certain Eustache d'Auger, ou plus exactement d'Angers. Alors qui est d'Angers? Un domestique. Un domestique arrêté à Dunkerque en 1669 et incarcéré à Pignerol, où se trouvait déjà le surintendant Fouquet. Évidemment, un domestique, quand on attendait un prince, c'est un peu décevant. Mais cet homme connaissait certainement un très lourd et très grave secret d'État. On lui avait interdit de parler de son aventure, sous peine de mort. Une seule fois, cependant, on accepta de lever la consigne de l'isolement. C'est lorsque Fouquet se trouva dépourvu de domestique. Et dans cette petite ville qui était Pignerol, on n'arrivait pas à en trouver. Alors, Louvois, ministre de la guerre et ministre de tutelle des prisons, consentit, après bien des hésitations d'ailleurs, à mettre d'Angers au service de Fouquet. Pourquoi? Mystère. Personnellement, je pense que les deux hommes, d'Angers et Fouquet, devaient se connaître, ou tout au moins devaient partager le même secret. Et j'en veux pour preuve un document nouveau que j'ai trouvé dans les archives militaires. Il s'agit d'une lettre datant de janvier 1679, lettre de Louvois à Fouquet, recommandant de veiller particulièrement sur la sécurité du domestique Eustache d'Angers. Que dit Louvois? Vous apprendrez par le sieur de Saint-Marc les précautions que le roi veut que soient apportées pour empêcher que Eustache d'Angers n'ait communication avec personne qu'avec vous, Sa Majesté s'attend que vous y contribuerez de vos soins, puisque vous connaissez de quelles conséquences il est que personne n'ait connaissance de ce qu'il sait. Ce document, à mon avis, est important parce qu'il montre que ce n'est pas la personnalité même du prisonnier masqué qui était intéressante, mais bien ce qu'il sait. Au XVIIIe siècle, Chamillard, un des successeurs de Louvois au ministère de la Guerre, le confirmera. Interrogé sur l'identité de l'homme au masque, il dira simplement « c'était un homme qui avait tous les secrets de M. Fouquet ». Alors quels étaient ces secrets? Affaires d'espionnage, d'enlèvement, affaires d'empoisonnement, scandale touchant à la famille royale? On ne sait pas. On ne sait pas et on ne le saura probablement jamais. Peut-être on peut se consoler en se disant que dans ce genre d'affaires, seule la recherche est intéressante et qu'en définitive, rien n'est plus décevant qu'une énigme résolue. Merci, monsieur Jean-Christian Petit-Fils. Mais enfin, maintenant, vous nous avez donné le nom de l'homme au masque de fer, et je crois que ça, c'est important. Madame Moine, avec l'évocation de notre troisième énigme, le mystère touche alors à l'irréel, puisque nous allons parler de Monsieur de Saint-Germain, troisième épreuve. Ne sommes-nous pas le lundi 22 mars 1976? Et n'est-il pas un peu plus de 21 heures, n'est-ce pas?
Ceci pour bien me situer. Non, je ne suis ni amnésique, ni déguisé, ni surtout quelque fantôme en mal de conversation. Comte de Saint-Germain, pour vous servir, un jour ou l'autre. Oh, j'imagine déjà certaines réactions. Imposteur, intrigant, affabulateur, j'en passe. Mais que m'importe. Voici 2 siècles déjà que l'on me sert ce genre d'amabilité. Les jaloux, bien sûr. Les fielleux qui ne peuvent admettre une bonne fois pour toutes que le temps n'a plus de prise sur moi. Depuis, disons, mes 35 ans. Ce temps qui s'épuise à me courir après et qui n'en peut mais de me voir insensible à ses atteintes. Oui, tel vous me voyez ce soir, tel j'étais au temps de Louis XV, le bien-aimé. Bien-aimé par une minorité. Tout comme déjà j'étais à l'époque fabuleuse de la Renaissance. Et tel encore je serai dans 100 ans, ou plus. De mauvaises langues affirmeront toujours que l'on a consigné mon décès dès 1784. Plaisanterie. L'année suivante, on me rencontrait en chair et en os à Saint-Germain. 3 ans plus tard, je faisais l'admiration de Venise et j'ai, dès visu, assisté à la Révolution française. Au moment même où le duc d'Enghien tombait sous les balles dans les fossés de Vincennes, je présentais mes hommages à de très vieilles dames de la rue Saint-Honoré qui n'avaient pu, elles, échapper à l'outrage du temps. À la fin du XIXe siècle, on me signalait au Tibet, charmant pays. En 1926, à Rome, je saluais ce cher Leadbeater, un savant précisément rencontré au Tibet. Et récemment, un peu de tourisme me faisait découvrir votre beau midi. Dément? Normal? N'en déplaise aux sceptiques. Et qui sait, demain ou dans 10 ans au plus, moi, comte de Saint-Germain, je reviendrai. Et ce sera peut-être vous, monsieur, qui me reconnaîtrez. Ou à vous, madame, que je présenterai mes hommages. Alors à bientôt, sans doute. Rêvons. Un moine. Saint-Germain étant un nom d'emprunt, on lui en a attribué d'autres qu'il n'a pas reniés. Parmi les 4 noms que je vais vous présenter, quel est celui ou ceux qui ne font donc qu'un avec Saint-Germain? Voici des lettres. La première est adressée à monsieur le comte de Bellemare. Comment on se retrouve? Est-ce que ce nom a été donné au comte de Saint-Germain? À moins que ce soit vous, comte de Saint-Germain, ma connaissance, non. Non. À monsieur le baron de Gleichen. Je dirais oui. Oui. Je mets un timbre à l'effigie de Saint-Germain sur la lettre. À monsieur le baron Thelonius. Oui. Un deuxième timbre. Et enfin, à monsieur le chevalier de Weldon, de Weldon, comme vous voudrez. Je dirais oui. Et tout ça d'un air peu assuré, il faut bien le dire. Alors voici encore un timbre à l'effigie de Saint-Germain. Et je vous pose la question, droit à l'erreur ou pas? Oui, j'en prendrai. Vous étiez bien décidé à le prendre dès le départ, j'ai l'impression, sur cette question. Bon, alors, je vais maintenant prendre les enveloppes et regarder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Si je retrouve un portrait à l'intérieur du comte de Saint-Germain, c'est que vous aurez eu raison si vous avez mis un timbre sur l'enveloppe. Alors là, vous avez timbré à l'effigie de Saint-Germain le chevalier de Weldon. Oh, on m'a fait une blague, on me les a collés maintenant. Alors c'est très amusant, je vais être obligé d'ouvrir ça. Ça va être très pratique. Voilà. J'ouvre l'enveloppe et vous aviez raison, c'était bien le comte de Saint-Germain.
Je prends la deuxième enveloppe. Je prends mon coupe-papier, je coupe cette enveloppe. Voilà qui est fait. À monsieur le baron Thelonius, vous avez dit comte de Saint-Germain? Non. Il n'y a rien dedans. Non, ce n'était pas lui, c'était un nom inventé. À monsieur le baron Gleichen, voilà à nouveau le timbre, comte de Saint-Germain. Est-ce qu'il est à l'intérieur? Coucou, ne le voilà pas. Il n'est pas là non plus. Et là, vous m'avez fait beaucoup de peine parce que finalement, à monsieur le comte de Bellemare, vous n'avez pas voulu mettre de timbre comte de Saint-Germain. Alors, je vais ouvrir cette petite enveloppe quand même, il n'y a pas de raison. Hein? Madame, regardez ce qui apparaît. Eh oui, eh oui. Et Jacques Berger, vous savez, l'auteur du Printemps des magiciens avec Louis Pauwels, dit à qui veut l'entendre que le dernier descendant, enfin le représentant, même pas le descendant, le comte de Saint-Germain, c'est moi. Ah oui. J'ai très bien connu Ève. Je m'appelais Adam à cette époque-là, puis avec la venue de l'aristocratie, j'ai changé. Comte de Saint-Germain, c'était plus amusant. Chère madame, vous avez eu raison donc de prendre un droit à l'erreur, mais attention, droit à l'erreur, c'est fini pour cette épreuve-là. Hein? Alors, on a prêté au comte de Saint-Germain un certain nombre, dirons-nous, d'exploits un peu hors du commun. Nous en avons illustré 4. Roger Duquesne va vous les commenter et à vous de nous dire si tout ou partie de ces exploits ont été réellement attribués au comte de Saint-Germain. Alors, voici le premier. Madame Moine, on a dit que le comte de Saint-Germain savait fabriquer de l'or et qu'il avait trouvé le secret de la transmutation des métaux. Oui, ça on l'a dit. Bon, ça c'est vrai. Parfait. Deuxième exploit. On a dit aussi que le comte de Saint-Germain était un virtuose du violon. Oui. Vrai aussi, donc nous l'enregistrons. Troisième exploit. On prétend toujours qu'il possédait des secrets de peinture. Oui. Toujours vrai. Enfin, dernier exploit. Alors là, Madame Moine, écoutez-moi bien. On dit que le comte de Saint-Germain pouvait faire grossir les perles. Oui, les perles et les diamants aussi. Oh, ben dites donc. Je vais essayer ce soir en rentrant chez moi, puisque je suis le comte de Saint-Germain. Bien, alors tout est vrai. Nous allons voir si vous aviez raison. Nous vérifions tout de suite. Nous revenons au premier dessin. On a dit qu'il pouvait fabriquer de l'or. Vous avez dit que c'était vrai, et c'était vrai, en effet, Madame Moine. Deuxième exploit, on a dit qu'il était un très bon violoniste. Vous avez dit que c'était vrai, et c'était vrai, en effet. Troisième chose, nous vous avons dit qu'il possédait des secrets de peinture. Vous avez dit, mais oui, c'est vrai, il en possédait, et c'était vrai, en effet. Enfin, c'est ce qu'on dit. Et enfin, dernier exploit, le plus merveilleux, il pouvait faire grossir les perles. Vous avez ajouté les diamants. C'était vrai pour vous, et c'était en effet vrai. Enfin, tout au moins, c'est ce que l'on a dit toujours. Bien, eh bien, vous avez eu raison de jouer ainsi, de prendre votre droit à l'erreur sur la première question. Vous avez très bien répondu à la deuxième. François Ribadeau-Dumas, maintenant. Alors, le comte de Saint-Germain. Bien, le comte de Saint-Germain avait parfaitement raison de se faire appeler le comte de Bellemare. Et en fait, je crois qu'il faut examiner les éléments positifs de sa prodigieuse destinée. Et il est à peu près certain, d'après les dossiers que j'ai pu consulter, qu'il était le fils du prince Rakowski de Transylvanie. Il arrivait donc d'Europe centrale, avec des dons assez exceptionnels, et c'est à Berlin qu'il a fait sa formation. Auprès de Frédéric de Prusse, on voyait des magiciens, des jésuites, des historiens, toutes sortes d'occultistes très brillants. On a vu comme ça arriver un beau jour Dom Pernetti, on verra arriver plus tard d'autres grands écrivains qui sont proscrits. Et alors là, on enseigne la magie, et notre comte de Saint-Germain est absolument remarquable, tant et si bien que lorsqu'il vient à Versailles, on sait qu'il arrive de la cour de Prusse. Et on se demande, et c'est à peu près prouvé, s'il n'était pas un agent du roi de Prusse. En effet, il semble convertir Louis XV à une politique européenne, et surtout, il prêche une politique très curieuse que l'on a vu naître et prospérer autour du roi Frédéric, à savoir qu'il y a une sorte de paix universelle dont on peut rêver, et on peut prêcher une certaine harmonie, une certaine entente entre les nations. Vous voyez quel précurseur il était. Et Louis XV est extrêmement intéressé. Alors, comme il était grand maître Rose-Croix, notre comte de Saint-Germain, il demande à Louis XV de devenir Rose-Croix et de signer. Louis XV n'a pas voulu. Mais enfin, il est certain qu'il a joué un rôle de, comment dirais-je, peut-être d'espion, d'agent de renseignement,
et de diplomate, car il éblouit tout le monde à la cour de Versailles, et c'est le deuxième élément positif de sa carrière, c'est qu'il a des dons, c'est qu'il sait parler, c'est qu'il a un charme merveilleux, et tellement bien que Madame de Pompadour dit son adoration pour lui, de même le maréchal de Lille, et que Louis XV, véritablement, le loge à Chambord. Ensuite, il lui donne une clé des petits appartements de Versailles. Il installe un bureau, un laboratoire d'alchimiste. Tout ça est très surprenant. Et le plus extraordinaire encore, c'est qu'il lui confie une mission, n'est-ce pas, à l'étranger, comme mission secrète pour le gouvernement français. Alors là, on peut se demander si Louis XV a bien fait, parce que je crois que Louis XV, le bien-aimé, quelquefois, avait l'esprit un peu léger, quand on pense qu'il avait également choisi pour diplomate la chevalière d'Éon, qui n'était qu'un travesti. On peut se demander si le comte de Saint-Germain, véritablement, qui faisait de l'or et qui faisait grossir les perles, allait accomplir sa mission. Et d'ailleurs, il s'est rencontré avec Cagliostro, ils se sont haïs tous les deux. En fait, il y a une règle qui dit que les magiciens entre eux s'entendent très rarement. Mais le second élément positif, c'est qu'évidemment, il était alchimiste. On lui attribue, et madame vous l'avez très bien dit, le don de la transmutation, et on lui attribue ce don de faire grossir les perles, les diamants, et en même temps, plus que ça, comme il était Rochecroix, il avait des vertus spirituelles, sinon spiritualistes, qui lui donnaient presque un aspect transcendantal. Par exemple, on disait qu'il avait le don d'ubiquité, qu'il avait le don de la voyance, et là je le crois. Il a fait des voyances assez surprenantes. D'autres, bon, la foi un peu contestable. Il a raconté la bataille de Marignan, je ne suis pas tellement sûr que ça s'est passé comme cela. Et puis alors, il disait qu'il avait vécu il y a 2000 ans, qu'il avait vu la reine de Saba, qui était extrêmement jolie, qu'il avait fréquenté Jésus, qui était un homme fort distingué, et même qu'il avait été aux noces de Cana, n'est-ce pas, ce qui est surprenant. Les mauvaises langues ajoutent qu'il aurait dit que le vin était mauvais, mais enfin, je ne veux pas du tout croire que le miracle n'était pas entièrement réussi. Alors, et cette fameuse immortalité? Eh bien, je crois que l'élément est beaucoup plus sérieux qu'on le croit et qu'on le dit. Est-il immortel? N'est-il pas immortel? Là, je vous laisse juge de le penser, mais il est certain que l'immortalité, comme l'invisibilité et l'ubiquité, étaient des pouvoirs des Rose-Croix. Eh bien, l'immortalité, on en a toujours rêvé, toute l'Antiquité est pleine de ce rêve. Il y a des apparitions, des fantômes, il y a toutes sortes de voyances. La Bible ne parle que de ceux qui reviennent de l'au-delà, et Jésus a promis lui-même la vie éternelle. Alors, l'immortalité, eh bien, les Rose-Croix sont persuadés que l'immortalité existe et qu'ils sont parvenus à pouvoir avoir ce don et la donner à certains êtres privilégiés. Est-ce que Saint-Germain était un de ces êtres privilégiés? Je n'en sais rien. Je sais qu'il enchante beaucoup de personnes, même de ravissantes chanteuses, et j'en suis très heureux pour elles. Il amuse beaucoup la galerie. On l'a vu un jour à la télévision faire un peu d'or, mais ça a été très vite. On n'a pas eu le temps de beaucoup contrôler très bien. Enfin, tout ça est magnifique. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la légende, c'est la féerie, c'est la poésie du comte de Saint-Germain, et surtout mon plaisir de voir le plaisir des gens qui croient qu'ils y croient. Merci François Ribadeau-Dumas. Passons à un sujet plus tragique. Un adolescent de 16 ans, vêtu en paysan, s'exprimant dans une langue incompréhensible et découvert en 1828, errant sans but dans les rues d'une ville allemande. Ainsi commence le mystère de Gaspard Hauser. Pour illustrer notre quatrième épreuve, nous avons choisi l'extrait d'un excellent film qui passe actuellement en exclusivité. Je vous conseille d'aller le voir si vous ne l'avez pas vu, L'énigme de Gaspard Hauser, réalisé par Werner Herzog avec Bruno Hess. Voici la quatrième épreuve.
Voilà commence l'histoire. Pensez-vous, Madame Moine, nous allons découvrir un peu mieux Gaspard Hauser, que nous allons voir donc là, livré à lui-même, abandonné sur cette place, à travers 4 doubles propositions que je vais vous faire. À vous de préciser chaque fois laquelle est correcte de ces propositions. Voici la première. On le découvre errant dans les rues de Cologne ou dans les rues de Nuremberg. 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 Donc nous enlevons Cologne. Il avait une préférence pour le pain ou pour la viande crue. Je pense pour le pain. Nous enlevons la viande. Il a appris rapidement à jouer du violon ou du clavecin. Du clavecin, il me semble. Du clavecin, nous enlevons le violon. Il aurait été l'héritier de la famille de Bade ou de celle de Liechtenstein. La famille de Bade. La famille de Bade, nous enlevons Liechtenstein, et vous regardez vos réponses et me dites si vous voulez un droit à l'erreur. Non. Non, nous vérifions. Première réponse, vous m'avez dit qu'on l'avait trouvé errant dans les rues de Nuremberg, et c'est exact. Qu'il avait une préférence pour le pain ou la viande, vous avez choisi le pain, et c'est encore exact. Qu'il jouait du violon du clavecin, vous avez choisi le clavecin, votre choix est bon. Et enfin, qu'il était l'héritier de la famille de Bade, Liechtenstein, vous avez choisi Bade, et là encore, vous avez raison, c'est le sans faute sur cette épreuve consacrée à Gaspard Hauser. À la Decaux, Gaspard Hauser, finalement, que faut-il en penser aujourd'hui? Est-ce qu'il était réellement l'héritier de la famille de Bade? Écoutez, on a pensé ça pour une seule raison, c'est que cet enfant était mystérieux. Cet enfant ne savait pas d'où il venait. Il racontait qu'il avait été enfermé dans un cachot pendant toute son enfance. Il racontait qu'il n'avait jamais parlé. Il racontait qu'on l'avait nourri, un homme noir l'avait nourri avec de l'eau et du pain, et qu'un beau jour, on l'avait porté, traîné vers Nuremberg où il arrivait. Alors évidemment, ça posait un problème. On se disait, mais qu'est-ce que ça peut être, cet enfant? Pourquoi? Et c'est pourquoi un magistrat qui s'appelait le président de Feuerbach s'est dit, mais on a fait ce sort à cet enfant-là uniquement parce qu'il s'agissait d'un enfant d'une très grande famille. Pour un enfant, pour n'importe qui, ça ne valait pas la peine d'enfermer cet enfant. C'est un enfant qu'on a dû enlever et cacher. Et il a cherché, d'après l'âge probable de Gaspard Hauser, quel enfant avait pu disparaître ou était mort dans les années 1813. Et il n'en a trouvé qu'il n'y en avait qu'un seul, c'est-à-dire le fils de la grande-duchesse Stéphanie de Bade, qui elle-même était la fille adoptive de Napoléon, c'était Stéphanie de Beauharnais. Elle était une intruse dans la famille de Bade. D'où l'explication qui était donnée, c'est-à-dire qu'on avait enlevé cet enfant pour ôter à cette intruse, à cette française, à cette napoléonide, pour ôter un héritier de manière à ce que la famille de Bade reste entre elles. Que faut-il en penser maintenant? Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, il faut penser que tout ça n'est pas très sérieux. On l'a cru longtemps, il y a eu pas mal d'historiens qui ont défendu la thèse, en effet, de l'identité de Gaspard Hauser avec le fils du grand-duc de Bade. Aujourd'hui, après les travaux qui ont été faits, il semble bien d'abord que Gaspard Hauser était un affabulateur. Parce que toute cette histoire de souterrain, etc., de captivité, tout ça, c'est faux. Parce que, par exemple, il a confié à un moment d'expansion qu'il avait été à l'école. Il n'a jamais été enfermé comme ça. Alors, quand on se dit que tout ça est faux, on se dit que l'affaire tombe. Et par exemple, quand on lit le dernier livre de M. Jean Mistler, qui a vraiment fait le point d'après les archives allemandes, on se dit que c'est vraiment un beau rêve, mais ça n'est qu'un rêve. Pourtant, on a tenté de l'assassiner. Oui, mais attention, c'est qu'il descend dans une cave. D'abord, il fait beaucoup de bruit en Allemagne. Alors, il est très content, parce que comme tous les affabulateurs, il est ravi de faire du bruit. Puis un beau jour, sa popularité baisse. Et c'est justement le moment où il descend dans une cave, et il en remonte à moitié assommé, il dit un homme noir m'a frappé sur la tête, et en effet, il a une grosse bosse. La popularité remonte. Alors, bien sûr. Et puis quand la popularité rebaisse, alors là, il va très loin, parce que c'est l'hiver, il est dans un square, il est tout seul, il n'y a pas un témoin, et tout à coup, il revient à la maison, parmi les gens qui l'abritent, et là, il a reçu un coup de couteau dans la poitrine, et c'est vrai, il saigne, il a reçu un coup de couteau, il dit c'est l'homme noir. Et malheureusement pour lui, le coup de couteau a été donné un peu trop près, parce qu'il est mort. Mais ça ne veut pas dire qu'il soit Gaspard Hauser. Affabulateur jusqu'au suicide. Oui, et je crois que c'est le comble de la fabulation. Oui. Nous allons passer maintenant
un deuxième sujet, autre affaire de substitution d'ailleurs, celle dont se prétendait victime une femme nommée Maria Stella de Stenberg. Elle affirmait, à qui voulait l'entendre, qu'à sa naissance, elle avait été échangée, tenez-vous bien, contre un garçon, et pas n'importe lequel, le fils d'un geôlier, mais qui était devenu par la suite Louis-Philippe Ier, roi des Français. Et à l'époque, ça a fait beaucoup de bruit, surtout qu'on n'aimait pas beaucoup Louis-Philippe dans certains milieux, et qu'on s'est dit, ah bah voilà, c'était le fils d'un geôlier italien finalement, alors vite, 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 partez, monsieur Louis-Philippe. Bien, tout à l'heure, grâce à André Castrollo, nous en saurons plus, mais avant, retraçons brièvement l'existence de cette Maria Stella qui voyagea passablement. Alors voici une carte d'Europe que je vais vous proposer. Voilà. Alors, nous voyons la carte d'Europe et nous allons nous intéresser plus particulièrement à 4 lieux. Tout d'abord, Faenza en Italie. Ensuite, nous remonterons vers notre pays, nous irons à Paris. Ensuite, nous irons dans le pays de Galles. Et enfin, vers l'est, nous nous rendrons jusqu'à Saint-Pétersbourg. Roger Duquesne va vous proposer un certain nombre de choses concernant Maria Stella. À vous de replacer ces événements là où ils se sont passés. Roger. Madame Moine, tout d'abord, pouvez-vous situer sur cette carte l'endroit où est née Madame de Sternberg? Ben, elle est née en Italie. En Italie. Donc, naissance en Italie. Je vais maintenant vous demander de situer l'endroit où se déroula sa première vie conjugale. C'est en Angleterre, puisqu'elle épousait Lord Newborough. En Angleterre, c'est placé. Et sa deuxième vie conjugale? Eh bien, Sternberg était russe, donc c'est à Saint-Pétersbourg. C'est fait. Et enfin, l'endroit où est morte Madame de Sternberg en 1843. À Paris. À Paris. Voilà. Vous regardez droit à l'erreur ou pas? Non. Non. Eh bien, nous allons reparcourir donc ces pays. Vous avez dit qu'elle était née en Italie. Nous regardons. Nous allons voir apparaître l'Italie. Voilà. Vous aviez raison. Ensuite, qu'elle était morte en France. Et vous avez raison. Ensuite, qu'elle avait passé sa première vie conjugale au Pays de Galles, très exactement. Non, vous avez dit Angleterre, c'est tout à fait valable, bien sûr. Confusion classique. Et enfin, deuxième vie conjugale en Russie, à Saint-Pétersbourg. Et vous aviez encore raison, sans faute, à nouveau. Mais cette femme qui voyage beaucoup, qui fait de très beaux mariages d'ailleurs, et qui en devient fort riche, eh bien, André Castello va nous en parler un peu davantage. Finalement, est-ce que réellement Maria Stella avait été échangée avec Louis-Philippe Ier? Eh bien, écoutez, c'est ce que lui a dit son père à son lit de mort. Toute l'histoire commence comme cela. Un jour, elle était déjà mariée en seconde noces, donc avec Sternberg, elle reçoit une lettre du vieux Scapini, qui était son père légal à ce moment-là, et qui lui dit « Milady, je dois vous avouer un forfait épouvantable, j'ai accepté de vous échanger, vous, fille, contre un garçon que j'avais reçu à ce moment-là, que votre mère avait mis au monde, et je l'ai échangé. Pourquoi? Parce qu'un grand seigneur français est arrivé à Modigliana où nous demeurions, et a voulu acheter un garçon, car il en avait absolument besoin pour un héritage. Alors j'ai accepté, et en réalité, donc, vous n'êtes pas du tout ma fille, mais vous êtes la fille de ce grand seigneur français. » Ça a commencé par une enquête qu'elle a menée, fort adroitement. Elle est allée à Modigliana, qui était dans la région, et on lui a dit « Mais comme vous ressemblez, mon Dieu, à la comtesse de Joinville. » Ce fameux Français aurait été le comte de Joinville. Qui était le comte de Joinville? Elle a à ce moment-là fait une autre enquête, et elle s'est aperçue que le comte de Joinville, c'était le nom d'emprunt dont Philippe Égalité, alors duc de Chartres, se servait pour voyager avec son épouse, comtesse de Joinville. Alors, elle a poussé l'enquête assez loin, elle a interrogé des quantités de gens, elle a réussi à avoir un procès. Ce procès a été plaidé, elle l'a gagné, et sur son état civil, l'acte de naissance a été changé, elle est devenue non plus Marie-Stella Petroni Capini, mais Marie-Étoile Joinville. Alors elle s'est dit, mais qui était donc Joinville? C'était donc le duc de Chartres, sans doute, à ce moment-là il s'appelle le duc de Chartres, elle est arrivée à Paris. Tout s'est déclenché à ce moment-là. Louis-Philippe, qui a été prévenu, a été un petit peu inquiet, il a dit, mon Dieu, il faut que je cherche la vérité, et c'est Louis-Philippe qui a créé réellement l'énigme de Modigliana en faisant des erreurs. Il a annoté un rapport de Dupin, qui était son avocat, tellement d'erreurs que la chose a paru absolument juste. Et l'affaire a poursuivi Louis-Philippe pendant tout son règne, on l'a appelé Capini. Chaque fois qu'un des prétendants au trône de France disparaissait, l'affaire Capini revenait, elle est revenue quand le comte de Paris a hérité de ses droits du duc de Guise. Alors je m'étais beaucoup occupé de cette affaire, j'ai travaillé beaucoup dans les archives.
Et j'ai réussi à trouver l'emploi du duc de Chartres avant, pendant et après cette naissance. C'était capital. Car il fallait que le duc de Chartres, donc sous le nom de comte de Joinville, quitte Paris, arrive jusqu'à Modigliana avec sa femme met au monde un enfant. Lui n'était pas là pendant la naissance et revienne après chercher sa femme. Or, il y a un dossier qui est le dossier 319, je me souviens, aux Archives nationales, ou plutôt au ministère des Affaires étrangères. Ce dossier est assez extraordinaire car c'est le dossier du cabinet noir de Louis XV. Louis XV, qui s'ennuyait un peu, voulait s'amuser et faisait recopier les lettres saisies à la poste de tous les gens de la cour, de tous les gens de sa famille. J'ai consulté toutes ces lettres et j'ai réussi à retrouver l'emploi du temps du duc de Chartres et de la duchesse de Chartres. La duchesse de Chartres a présidé une cérémonie fort importante d'ailleurs, où elle devenait franc-maçonne, exactement 6 semaines avant l'accouchement de Modigliana. C'est absolument impossible qu'elle soit présentée en public 6 semaines avant. Mais dans tous ces papiers que j'ai cherchés, j'ai essayé de fouiller, il y a malheureusement une chose que je n'ai pas trouvée. Pendant 1 mois, je n'ai pas trouvé l'emploi du temps du duc et de la duchesse de Chartres. Par conséquent, il n'est pas impossible qu'ils soient partis à Modigliana. En 1 mois, on peut partir. 6 jours ou 7 jours de route, et là-bas, le temps de mettre un enfant au monde. Mais alors, ce qui devient absolument impossible, c'est après que le duc de Chartres revienne là-bas. Jour par jour, je le suis, d'une lettre à gauche, à droite. Finalement, il ne peut pas partir là-bas. Il y a jusque 5 ou 6 jours où j'ai un trou. En 6 jours, on ne peut pas faire 2 fois 1200 km, mesure de l'époque, et revenir à Paris. Par conséquent, je crois que l'on peut dire aujourd'hui que cette affaire est absolument inventée, purement inventée. Mais est-ce qu'elle n'a pas été échangée ou est-ce qu'elle a par contre été échangée? Elle n'a pas été échangée contre le petit Louis-Philippe, qui lui est né 6 mois plus tard, le 6 octobre 73 au Palais Royal, mais il est bien certain que la base de l'affaire est exacte. Et que réellement Chiappini a accepté un échange avec qui? Avec un monsieur qui se faisait passer, qui s'est appelé le comte de Joinville. Pourquoi Joinville? C'est un nom très français d'abord, mais lui-même pouvait parfaitement être un petit prince italien, allié aux Bourbons, parce que n'oublions pas qu'elle-même avait un peu les traits des Bourbons, et que chez ses enfants, on trouve absolument une ressemblance avec les enfants de Louis-Philippe. Donc, par conséquent, il y a quelque chose. Donc, sans doute pas échangé. Louis-Philippe n'y est pour rien. Non, contre Louis-Philippe Ier, mais certainement, cette femme n'a jamais connu réellement ses origines. Le lointain passé n'a pas seul le privilège des mystères de notre XXe siècle, a les siens ainsi celui d'Anastasia, Madame Moine. La grande duchesse Anastasia, fille du tsar Nicolas II, a-t-elle ou non péri dans le massacre de la famille impériale par les bolcheviks? A-t-elle au contraire échappé à ses bourreaux? Dès 1922, une jeune femme affirmait qu'elle était cette Anastasia. Pour illustrer notre propos, nous avons choisi le film d'Anatole Litvak avec Ingrid Bergman et Yul Brynner. Voici la 5e épreuve. Ah, vous vous trompez, il n'y aura pas d'échec cette fois, pas avec moi. Écoutez, vous voulez savoir qui vous êtes, n'est-ce pas? Vous voulez trouver la famille à qui vous appartenez, n'est-ce pas? Oui, oui. Toute seule, vous êtes perdue. Mais avec moi, vous vous retrouverez. Je suis fatiguée. Vous savez que j'ai raison. L'album. Saisissez l'occasion, la seule que vous ayez. Je suis trop lasse pour discuter. Vous n'avez rien du tout à faire. Je m'occuperai de tout. Bon, regardez. C'est vous, sur le pont du yacht de votre père. Le standard. Le standard? Vous connaissez le nom? C'est écrit sur le canot de sauvetage. Ah oui. Maintenant, là, vous êtes avec votre famille. Votre père, le tsar, votre mère, vos sœurs et votre petit frère. Ma famille. Et là, regardez. 1913, l'anniversaire de la maison des Romanov. 300 ans. Les voilà sur le balcon du palais d'hiver. Et cette petite fille, là, c'est vous. Des milliers de gens prosternés. Chantant Dieu sauve le tsar. Le peuple. Votre peuple. Vous pouvez le voir, n'est-ce pas? Oui, je le vois. Maintenant, je vous présente votre état-major. Boris Andreï Tchernov, originaire de Saint-Pétersbourg, banquier. Piotr Ivanch Petrovin, ancien étudiant en théologie au grand séminaire. Sergei Poch Bounin, général du régiment de Tcherkess, ancien aide de camp attaché à la personne de Sa Majesté impériale Nicolas II, tsar de toutes les Russies. Alors, je suis Son Altesse impériale, la grande duchesse Anastasia Nikolaevna.
Très beau passage de cet excellent film. Madame, voici notre première question. Je vais vous présenter 5 témoins ayant connu la grande duchesse Anastasia avant le drame d'Ekaterinenbourg. Confrontés avec celle qui prétendait être Anastasia ou interrogés, ont-ils ou non reconnu en elle la fille du tsar? Je vous pose tout d'abord le grand-duc André, quand il lui a été présenté, est-ce qu'il a reconnu en elle Anastasia? Oui, c'est même un des rares membres de la famille impériale qui l'a reconnu. Bien, pour donc. Oui. Je rappelle que la personne dont nous parlons se nomme, pour l'état civil, si je ne me trompe, Madame Anderson. Elle s'est également appelée, si je ne me trompe, Madame Tchaïkovski. Bien. Monsieur Félix Dassel, que voici, a-t-il été pour? Oui, oui, alors, très fermement pour. Très fermement pour. Donc, nous le mettons également du côté pour de notre dossier. L'impératrice Féodorovna, qui était la grand-mère, là nous la voyons jeune fille, mais qui était la grand-mère d'Anastasia, est-ce qu'elle a été pour ou contre Madame Anderson? Non, elle était contre. Contre? Oui. Bien. La princesse Xenia, qui avait en fait quitté à 10 ans et demi la Russie, c'est-à-dire un peu avant les événements, et qui avait donc connu très petite Anastasia, est-ce qu'elle était pour ou contre? Oui, elle l'a même reçue chez elle, aux États-Unis. Et c'est avec le grand-duc André, les deux seuls d'ailleurs, qui l'ont reconnue, enfin qui ont prétendu la reconnaître. Donc oui, pour. Oui. Enfin, le prince Yusupov, qui vous le savez a abattu Raspoutine, était-il pour ou contre? Contre. Contre. Voici donc réparties les personnes entre les pour et les contre. Droit à l'erreur ou pas? Non. Non. Nous vérifions. Voyons d'abord les pour. Vous m'avez dit que la princesse Xenia était pour, et elle était pour, en effet. Que Félix Dassel était pour, et il était pour, en effet. Que le grand-duc André était pour, et il était pour, en effet. Cependant, attention, à la fin de sa vie, il est revenu sur ce jugement. Xenia aussi. Oui, ils ont changé après. Mais vous avez eu raison, au moment de l'affaire, il est pour. Voyons les contre maintenant. Vous avez mis contre le prince Yusupov. Eh bien, nous retournons et nous voyons qu'il est en effet contre. Et enfin, l'impératrice Féodorovna, vous l'avez toujours placé contre, elle a toujours été contre, avez-vous dit, et nous voyons que vous avez raison. Réponse parfaitement exacte. Mais il y avait des pour, il y avait des contre, mais aussi, Madame Moine, il y a peut-être certains points de ressemblance entre Anastasia et Madame Anderson. Alors, voici un très joli portrait, une très jolie photo d'Anastasia, petite fille. Et je vais vous demander de répondre à la question suivante, Madame. Nous allons vous désigner certaines parties du visage de la princesse Anastasia, et vous me direz ceux que l'on pouvait juger comparables à Madame Anderson. Alors, tout d'abord, la couleur des yeux. Est-ce que la couleur des yeux était comparable? Elle avait la couleur des yeux ou d'Anastasia ou de sa sœur Tatiana d'ailleurs. Je dirais oui. Vous dites oui. Donc je mets le portrait de Madame Anderson. Couleur des yeux. Couleur des yeux. Bien, la voix était-elle la même? La voix? Je ne crois pas. Je ne mets rien alors. Est-ce que la mâchoire et la denture étaient la même? Non, d'ailleurs le dentiste qui avait soigné Anastasia ne l'a pas reconnue du tout. Donc? Non, non. Non. Enfin, est-ce que l'oreille était la même? Non, pas du tout non plus. Donc pour vous, il n'y a qu'un seul point de ressemblance sur cette photo. Bien. Avant de vous donner la réponse, un peu de suspense, vous le permettez, c'est la dernière question. Bien. Alors je me tourne vers Indecaux, qui a failli ou qui a rencontré. Est-ce que vous l'avez vu de visu, Madame Anderson? Non, je ne l'ai pas vue, mais je suis allé pour la voir, elle m'a pas reçu. Elle a appelé la police, c'était dans cette maison qu'elle avait à ce moment-là en Forêt-Noire, en disant que j'attaquais sa maison. Oui. Alors que faut-il penser aujourd'hui d'Anastasia et de Madame Anderson?
Bien, vous savez qu'elle est vivante et qu'elle est en Amérique. Elle avait fait un premier séjour en Amérique, comme l'a dit Madame Moine, entre les deux guerres, et puis elle était revenue en Forêt-Noire, et maintenant elle est en Amérique. Elle a épousé un professeur qui est beaucoup plus jeune qu'elle et qui, d'après ce qu'on m'a dit, est très heureux de pouvoir appeler sa femme Votre Altesse impériale. La voici d'ailleurs, voici une photo récente américaine de Madame Anderson. Alors, maintenant, est-ce que Madame Anderson est Anastasia? Il faut essayer de voir les arguments favorables à sa thèse ou défavorables. L'argument favorable, c'est la manière dont elle s'est exprimée pour la première fois. Parce qu'au départ, c'est une femme qui saute dans un canal pour se suicider à Berlin, c'est en 1920. On la tire du canal, on s'aperçoit qu'il s'agit d'une déséquilibrée mentale, on la met dans un asile d'aliénés à Berlin, et là, visiblement, elle n'a pas de passé. Elle est incapable de répondre sur son identité, de répondre sur sa profession, elle ne peut répondre sur rien. En revanche, elle parle allemand, et c'est très important. Et elle reste 2 ans dans cet asile, et c'est une compagne de chambre qui, voyant une photo dans un illustré allemand des grandes duchesses, tout à coup compare et dit « Mais je te reconnais, c'est toi ». Elle est guérie, la compagne, elle s'en va, elle va voir les Russes de Berlin, et elle leur dit « Votre grande duchesse est à l'asile ». Alors arrivent les Russes, qui immédiatement se mettent à essayer de scruter cette identité, et certains la reconnaissent. Et l'un d'eux, le baron Kleist, demande, comme elle va mieux, à la prendre chez lui. Et ça n'est qu'au bout de quelques mois. Pendant quelques mois, elle va recevoir des dizaines, des vingtaines, des trentaines de Russes, qui, certains vont la reconnaître, certains ne vont pas la reconnaître. Mais vont beaucoup parler avec mais elle. beaucoup parlent, essayent d'éveiller des souvenirs. Le vieux colonel dit, vous ne reconnaissez pas cette tabatière, c'est votre père qui l'a donnée. Et ça se passe pendant des mois, elle ne dit rien, elle ne dit rien. Et au bout de plusieurs mois, on lui demande, êtes-vous Tatiana ou êtes-vous Anastasia? On lui donne un papier avec les 2 noms, Tatiana et Anastasia. Il n'y avait pas la case en blanc, malheureusement. Et elle raye Tatiana et elle laisse Anastasia. Et à partir de ce moment-là, elle va endosser l'identité d'Anastasia. Alors, elle va être reconnue, c'est vrai. Elle est reconnue par quelques Russes qui, d'après un certain nombre de choses qu'elle dit. Par exemple, elle dit que sa tante l'appelait Schwips, et c'était vrai. Et quand la tante le sera, la tante sera bouleversée. Mais quand on sait qu'il y a eu tous ces mois où les gens sont venus raconter des tas de souvenirs, ces souvenirs se sont inscrits. Par conséquent, ce qu'elle dira par la suite n'a pas une grande importance. En revanche, par exemple, Félix Dassel, dont nous avons vu la photo tout à l'heure, c'est très impressionnant. Parce que Félix Dassel, 2 ou 3 ans plus tard, la reconnaîtra parce qu'il lui montrera la photo d'un ami, d'un officier qu'ils ont connu à Sarskoye-Sello. Et cette photo, elle éclatera de rire en disant c'est l'homme aux poches. Et en effet, cet officier avait parlé aux grandes duchesses les mains dans les poches, ce qui était un manque terrible à l'étiquette, et les grandes duchesses, qui étaient des jeunes filles rieuses, avaient appelé l'homme aux poches. Alors évidemment, Félix Dassel dit, vous voyez, c'est la preuve absolue. Non, c'est pas la preuve absolue. Parce que Félix Dassel, pendant les mois où elle attendait de reconnaître son identité, pendant les mois chez le baron Kleist, y était allé. Il avait déjà parlé de cette affaire. Alors vous voyez que tout ça est très faible. En revanche, les gens qui ne la reconnaissent pas, c'est sa tante préférée, la grande duchesse Olga, et qui croyait avant, qui écrit dans une lettre, mais si c'est la petite, il faut que j'y aille tout de suite. Visiblement, elle arrive dans les meilleures dispositions. Elle dit, mais c'est pas elle, c'est pas son visage, c'est rien. Elle ne m'a pas reconnu. C'est la gouvernante, Choura, qui ne la reconnaît pas, c'est le professeur. Julia, les gens les plus intimes, c'est la tante et la marraine, la princesse de Prusse, qui arrivent, et qui y arrivent dans de bonnes dispositions, car les partisans de Mme Anastasia ont accusé tous ces gens-là d'une noirceur absolue, d'un complot. Non, quand on a les lettres, on s'aperçoit qu'ils viennent pour la reconnaître. Mais ils ne la reconnaissent pas. Alors, il y a aussi un argument catégorique contre l'identité. C'est l'argument, je ne parle pas des oreilles, Madame Moine l'a bien dit, ça c'est important, parce que quand même, des oreilles qui ne se ressemblent pas, au point de vue criminologique, c'est très grave. Une oreille qui a un ourlet, l'autre qui n'en a pas, c'est grave. Mais c'est l'histoire de la langue. Elle parlait naturellement le russe, mais elle ne parlait pas l'allemand. La vraie princesse Anastasia. La vraie princesse Anastasia. Or, celle-ci arrive, donc, elle a raconté qu'elle arrivait à Berlin au moment où elle s'est suicidée. Elle n'avait jamais parlé avec des Allemands, parce qu'elle arrivait directement de Roumanie, d'après son récit. Elle plonge, et puis quand on la recueille, elle parle allemand. En revanche, elle ne sait pas le russe. Alors, moi, je dis que plonger dans un canal, en ressortir, en oubliant sa langue maternelle, et en apprenant une autre qu'on ne parlait pas, c'est un cas qu'il faut soumettre à tous les instituts, à toutes les académies du sciences du monde entier. C'est intéressant. Voilà. Il faut souhaiter d'ailleurs que pour apprendre une langue étrangère... Ah, moi je veux bien apprendre le chinois en se mettant dans la Seine. Oui, mais vous ne voulez pas quand même perdre le Non. français. Bien. Merci Alain Decaux. Nous allons voir d'ailleurs maintenant un dernier portrait
Anastasia, donc celui que nous avons montré tout à l'heure, celui du jeu, et puis à côté, Madame Anderson, telle qu'elle est aujourd'hui. Il est certain que si l'on regarde les yeux, on peut être assez impressionné. Il y a quelque chose, il n'y a pas de doute, que cette femme était peut-être d'origine russe, c'est fort possible. Polonaise, probablement. Polonaise, peut-être. Mais nous ne croyons plus maintenant qu'elle était la princesse, la grande duchesse Anastasia. Alors, vous avez répondu à cette question, madame, vous n'avez placé qu'une seule fois des points de ressemblance, et c'est avec justement les yeux, que je faisais remarquer à l'instant. Nous allons voir. Oui, vous le prenez, bien entendu, vous le prenez pour le principe. Alors, vous aviez raison, car en effet, ce point était assez frappant. Pour la voix, vous avez dit non, vous n'avez rien mis, et en effet, nous retrouvons le même portrait de la grande duchesse Anastasia. En ce qui concerne la mâchoire, vous avez dit non, et vous aviez raison, nous retrouvons Anastasia. Et pour l'oreille, là, nous venons d'en parler avec Alain Decaux, vous aviez également raison, non. Il y avait peu de points physiques de ressemblance. Eh bien, bravo, vous avez triomphé quasiment de toutes nos embûches aujourd'hui. Monsieur Chevier n'est intervenu qu'une seule fois, mais de main de maître, et j'espère que nous aurons l'occasion de voir davantage, il paraît très sûr de lui. Roger Coudert, un dernier mot avec Monsieur Chevier avant de nous quitter. Eh bien oui, mon cher comte de Bellemare ou comte de Saint-Germain, nous sommes bien ici. En un mot, je voudrais dire que nous avons froid dans ce boulodrome couvert de Montreuil, qui est très sympathique, mais pas très chauffé. Et je crois que vous êtes un peu gelé d'ailleurs. Il a mieux fallu que Bernard Chevier n'intervienne pas. Hein. Oui. Je dis un grand bravo à Madame Moine, qui m'a ainsi épargné beaucoup d'efforts. Et puis elle est charmante en plus. Vraiment, merci Madame Moine. Alors nous vous remercions et je signale que vous aurez, Bernard Chevier, 9 touches à réaliser sur 12 boules, et plus 11 comme cette semaine, et non plus à 13 mètres, mais à 13 mètres 50. Ça se complique, mais vous êtes très fort et nous avons bon espoir. Eh bien, c'est terminé. À vous, comte de Saint-Germain. Le comte de Saint-Germain vous salue bien, Roger Coudert, et je vais remercier toutes les personnes qui ont bien voulu participer à cette émission, c'est-à-dire Alain Decaux, André Castelot, Jean Descola, François Ribado-Dumas et Jean-Christian Petit-Fils. Merci, Madame Moine, pour ces premières réponses à nos questions. Je voudrais préciser également à tous nos amis que le prochain sujet de la tête et les jambes aura pour thème l'histoire du music-hall français. Histoire du music-hall français, donc. Les personnes intéressées par ce sujet peuvent nous écrire dès maintenant à la tête et les jambes, antenne 2, 5 et 7 rue de Montessuie, 75 341, Paris-Cedex 07. Je dis bien, prochain sujet, l'histoire du music-hall français. Vous nous écrivez à la tête et les jambes, antenne 2, 5, 7 rue de Montessuie, 75 341, Paris-Cedex 07. Voilà, maintenant nous vous quittons, nous quittons le club du mystère, nous le retrouverons la semaine prochaine avec d'autres énigmes du passé. Je vous souhaite une excellente fin de soirée sur Antenne 2. Bonsoir et à lundi prochain.